Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un projet de livre assez percutant, je dirais. Le titre est Et soudain, tout change encore une fois. Bonjour, oui, un titre évocateur. Et le sujet central, c'est l'impact de l'intelligence artificielle que l'auteur appelle une sorte d'intelligence gratuite. C'est ça. Et comment cette IA bouleverse notre rapport au savoir, à l'apprentissage, au travail aussi. Il y a même un appel à un sursaut cognitif. Tout à fait. Ce n'est pas juste une analyse technique, c'est une réflexion quasi existentielle sur ce qui nous attend. D'accord. Le document qu'on explore, c'est le plan détaillé de cet ouvrage. Son but, c'est de nous préparer en fait à un monde où l'intelligence est, partout, abondante. Et où apprendre devient permanent, plus juste une étape de la vie. Exactement. Un état continu. Donc, notre exploration aujourd'hui va suivre cette structure. D'abord, le diagnostic posé par l'auteur, assez radical, on va le voir. Oui, Ensuite, les conséquences, humaines surtout. Parfois, ça donne un peu le vertige. j'imagine. Et enfin, les pistes proposées pour naviguer dans tout ça. L'idée de déscolariser sa pensée, notamment. C'est une des idées clés, oui. Et pour frapper fort dès le début, l'intro compare l'IA. Attention, Oui. pas un simple outil, non, à une révolution anthropologique, du niveau de la maîtrise du feu ou de l'invention de l'imprimerie. Ah oui, quand même. Ça reconfigure la pensée elle-même, en fait. C'est l'idée que ça change pas juste ce qu'on fait, mais comment on pense. Le choc qu'on a eu avec ChatGPT et compagnie, ce serait que le début. Bon, ça donne le ton. Alors, allons-y. Première partie, le tsunami de l'intelligence gratuite. Ça commence par l'abondance cognitive. Qu'est-ce qu'il entend par là, concrètement? C'est le passage d'un monde où le savoir pointu, les capacités d'analyse, c'était rare, cher, à un monde où tout ça devient abondant, accessible. D'accord. L'IA fait sauter les verrous, quoi. L'auteur fait une analogie avec l'énergie. Hmm. Comme on a décuplé notre force physique avec le charbon, l'électricité, là on décuple notre force intellectuelle avec l'IA. L'IA comme nouvelle électricité. L'image est forte. Une infrastructure intellectuelle quasi gratuite disponible partout. Oui, mais attention, il insiste bien, c'est pas juste une amélioration, c'est une rupture. C'est là que ça devient plus dérangeant. Oui, parce que l'IA ne fait plus que les tâches répétitives. Elle touche au cœur de ce qu'on croyait être purement humain. Raisonner, créer, élaborer des stratégies. Elle devient une concurrente, en somme, sur notre propre terrain. Exactement. D'où la tension. Une promesse énorme, oui, la démocratisation du savoir, tout ça, mais aussi un vertige. Nos repères sur la valeur de l'intelligence humaine traditionnelle s'effondrent. Et cet effondrement touche directement ce que le chapitre suivant appelle la rente cognitive, un peu technique comme terme, mais l'idée derrière semble cruciale. Oui, la rente cognitive, c'est le privilège qu'on avait historiquement, social, économique, quand on détenait un savoir validé, souvent par un diplôme, c'était un capital qui protégeait. Et ça, c'est menacé maintenant? L'auteur pense que oui. Et il utilise une autre analogie choc, Gutenberg 2.0. Les diplômés seraient les nouveaux moines copistes, dont le savoir-faire est devenu obsolète avec l'imprimerie. C'est brutal. C'est brutal, mais ça illustre la thèse. Si une IA peut te donner l'info spécialisée en quelques secondes, le monopole sur cette info disparaît. Donc ce qui peut perdre de la valeur, c'est pas le savoir lui-même, mais juste le fait de le posséder. C'est ça. La simple possession de l'information factuelle. La valeur, elle bouge. L'IA a l'info, ok. Mais l'humain, lui, doit apporter le jugement, la contextualisation, l'éthique. On imagine bien l'impact pour les juristes, les médecins, les consultants. Une grosse partie de leur valeur ajoutée, c'était la maîtrise de connaissances énormes. Si une IA fait ça, Alors, leur métier doit se réinventer en profondeur. Et ça nous mène au troisième point du diagnostic, le décalage temporel. ah oui, le fossé entre le temps de l'IA et le temps de nos institutions. Exactement. L'IA progresse de façon exponentielle, des bonds en quelques mois. Et nos systèmes éducatifs, ils sont sur un temps long, linéaire, des cursus de 3, 5 ans. Ça semble terriblement lent. C'est la grande question, hein. Est-ce que mon diplôme sera pas déjà un peu périmé le jour où je l'obtiens? Ce modèle classique, j'étudie et après je travaille pendant 40 ans avec ce que j'ai appris? L'auteur le considère carrément en faillite. Fini. On serait entré dans l'ère de l'apprentissage flux. L'apprentissage flux. Oui, apprendre, ce n'est plus une phase avant la vie active, c'est une partie permanente de la vie active. Un peu comme un métabolisme, quoi. Un métabolisme cognitif continu. D'accord. C'est un diagnostic assez
sévère quand même. Oui, et logiquement, la deuxième partie du plan, elle explore les conséquences humaines de ce tsunami. Le titre, Naviguer dans les ruines du monde ancien. Oula. Ça commence par un chapitre sensible, le piège des conseils dépassés, ou promesses paternelles, c'est ça? Oui, c'est ce conflit entre générations. Les parents, souvent de bonne foi, qui ont réussi grâce aux études classiques. Et qui poussent leurs enfants dans cette voie. Logique. Logique, mais potentiellement un piège. Si cette voie forme à des compétences que l'IA maîtrise mieux, ça crée une dissonance énorme. Et douloureuse. Le plan du livre prévoit même des témoignages d'étudiants pour montrer cette angoisse. Suivre un chemin tout tracé, qui coûte cher, et réaliser qu'il ne garantit peut-être plus rien. Oui. Il y a comme un sentiment de trahison, pas forcément des parents, mais du système qui n'a pas suivi. L'auteur veut vraiment montrer cette dimension émotionnelle, cette perte de repère. Et cette angoisse, elle est liée à ce qu'il appelle ensuite le cimetière des compétences. Parce que là, on ne parle plus juste du travail manuel, répétitif. Non, justement. C'est ça qui est nouveau et frappant. L'IA s'attaque maintenant au cœur des métiers intellectuels, les fameux cols blancs. Rédaction de rapports, code informatique, analyse financière, même le design, le diagnostic médical, des compétences qu'on pensait à l'abri. Tout ça est touché. Ce qui mène à un autre concept, la liquéfaction des carrières. La liquéfaction, c'est-à-dire? Fini le métier unique pour toute la vie. Il va falloir se réinventer, pas une fois, peut-être 3, 4, 5 fois dans une carrière. Une fluidité constante. Ça peut être épuisant si on n'y est pas prêt. Et l'auteur met aussi en garde contre l'idée de se réfugier dans un métier patient, c'est ça. Graphiste, traducteur, ces métiers aussi sont touchés. Oui, la passion c'est essentiel comme moteur, bien sûr, mais ça ne protège plus en soi. Un graphiste, un traducteur, un musicien même, ils sont aussi bouleversés par l'IA générative. Donc la passion ne suffit pas comme bouclier. Non. Il faut comprendre comment intégrer l'IA dans sa passion, comment l'utiliser pour augmenter ses propres capacités. Sinon, on risque de rejoindre ce cimetière des compétences. Tout ça, ça génère forcément de l'anxiété. Le chapitre 6 s'appelle « Angoisse et risques cognitifs », avec cette idée du syndrome de l'imposteur universel. Oui, c'est ça. Comment se sentir légitime, compétent, quand on est sans cesse, même implicitement, comparé à une machine qui est peut-être plus rapide, plus exhaustive. Ça peut miner la confiance en soi, j'imagine. Profondément. Et il y a l'autre risque, peut-être plus sournois, l'atrophie intellectuelle. La paresse cognitive, si on laisse l'IA tout faire. Bah oui, si on délègue la recherche, la rédaction, l'analyse, est-ce qu'on ne risque pas de perdre nos propres muscles mentaux? C'est le paradoxe de cette abondance facile. L'auteur part d'un pays de cocagne intellectuelle. Oui, c'est tentant ce pays où tout est facile. Mais c'est potentiellement démobilisateur. Si l'effort de penser et de créer n'est plus vu comme nécessaire, on risque une passivité dangereuse pour notre esprit critique, notre créativité. C'est un tableau assez sombre des conséquences, mais heureusement le plan propose une suite. La troisième partie, la renaissance, forger l'humain de demain. Ça se veut plus constructif. Oui, résolument tourné vers les solutions, l'adaptation, et ça commence par un appel un peu provocateur, déscolariser sa pensée. Pas abandonner l'école, j'imagine, mais sortir du formatage. C'est ça, sortir du moule scolaire traditionnel. L'auteur imagine un nouveau profil, le néo-apprenant. Le néo-apprenant, Fifi. Quelqu'un d'agile, de très curieux, d'autonome, qui maîtrise la compétence clé de notre temps, apprendre à apprendre. Et aussi désapprendre et apprendre en permanence. Voilà. La clé, ce n'est plus le stock de connaissances qu'on a accumulé une bonne fois pour toutes, c'est la capacité à en acquérir de nouvelles, vite et bien, quand on en a besoin. On passe d'une logique d'accumulation juste au cas où, Qu'on apprend à l'école en se disant « ça servira peut-être un jour ». à une logique d'apprentissage juste à temps. Exactement. J'ai un projet, un problème, j'identifie ce qu'il me manque comme compétence ou savoir, et je vais le chercher activement, de façon ciblée. C'est beaucoup plus dynamique, personnalisé. D'accord. Et dans ce monde d'intelligence abondante, quelles sont les compétences humaines qui deviennent vraiment critiques? Le chapitre 8 parle d'un nouvel arsenal cognitif. Il y a 3 grands axes, c'est ça? Oui, un triptyque de compétences qui, selon l'auteur, feront la différence, parce que l'IA a du mal avec ça et qu'elles sont complémentaires. Premièrement, le questionnement profond. L'art de poser les bonnes questions à l'IA. C'est ça. Être précis, critique sur les réponses. Devenir un peu le maître d'orchestre de l'IA. Savoir la guider. D'accord. Deuxième pilier. L'intelligence relationnelle et émotionnelle. Tout ce qui est empathie, collaboration fine, communication fine, négociation, inspirer confiance.
le humain trop humain. Là où la connexion, la confiance sont clés. Absolument. L'humain garde un avantage énorme là-dessus. Et troisièmement, peut-être le plus fondamental, le jugement et l'éthique. La capacité à décider dans l'incertitude, à trancher des dilemmes moraux, à donner du sens. La sagesse face à l'intelligence brute de l'IA. C'est exactement ça. Prendre du recul, avoir une vision stratégique. C'est intéressant parce que ces trois compétences, questionner, interagir, juger, ce n'est pas forcément ce que l'école valorise le plus aujourd'hui, qui est souvent axé sur la restitution. C'est une des critiques sous-jacentes, oui. Le plan parle aussi de créativité augmentée, l'IA comme partenaire créatif, pas juste une menace. Oui, C'est la vision optimiste, l'IA vue comme un exosquelette pour l'imagination. un exosquelette pour l'imagination. J'aime bien l'image. Elle peut faire le travail fastidieux, explorer des pistes, générer des brouillons, chercher des images. Et ça libère du temps mental à l'humain pour l'intention, l'originalité, la vision. Une collaboration homme-machine. Stimulant. Mais concrètement, comment on cultive cet état de néo-apprenant au jour le jour? Le dernier chapitre s'appelle « Construire son apprentissage permanent ». L'idée, c'est que chacun devient l'architecte de son propre parcours d'apprentissage. Un parcours qui évolue tout le temps. Et ça passe par quoi? Plus seulement les cours en ligne? Non, il faut diversifier à fond. Oui, les MOOC, les livres, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, les projets concrets, personnels ou pro, le mentorat, dans les deux sens, les communautés de pratique, en ligne ou IRL, les tiers-lieux, L'apprentissage sort de l'école, en fait. Il infuse toute la vie? c'est ça. Et l'entreprise elle-même devient un lieu clé d'apprentissage, plus seulement d'exécution. Mais ça demande une sacrée autodiscipline, non? Si ce n'est plus l'école qui donne le rythme. C'est le revers de l'autonomie, la responsabilité. L'auteur insiste sur l'importance des rituels personnels. Dédier du temps, régulièrement, à la veille, à l'expérimentation de nouveaux outils, à la réflexion sur ce qu'on apprend. Une sorte d'hygiène cognitive à développer soi-même. Exactement. Bon, on arrive à la conclusion de ce plan. Le message clé, c'est cette idée de pays de cocagne conditionnel. L'abondance d'intelligence, c'est bien, mais à condition d'être actif. C'est tout à fait ça. Ce n'est pas un paradis passif. C'est une opportunité incroyable, mais pour ceux qui sont prêts à explorer, à apprendre sans cesse. L'avenir serait aux navigateurs agiles, pas aux héritiers d'un savoir figé. Le plan pose aussi la question de la transmission. Si les compétences techniques changent si vite, qu'est-ce qu'on transmet d'important aux jeunes générations? La réflexion se déplace du contenu technique vers les métacompétences et les qualités humaines. C'est-à-dire, Le courage face à l'inconnu, la résilience après un échec, parce qu'on va forcément se planter en expérimentant, la curiosité, la collaboration, l'esprit critique, le discernement, des bases solides pour pouvoir apprendre toute sa vie. en somme, l'appel final, c'est « Ne subissez pas la vague IA, apprenez à la surfer ». Voilà, ce n'est pas la fin de l'effort humain, c'est sa réorientation, vers une aventure peut-être plus exigeante, oui, mais aussi passionnante, se réinventer constamment. C'est un message d'optimisme lucide, on pourrait dire. Je crois, oui. La transformation est là, elle est massive, elle déstabilise, c'est sûr, mais elle ouvre aussi un champ énorme de possibilités pour redéfinir notre rapport au savoir, au travail et à ce que ça veut dire être humain à l'ère de l'IA. Ce qui nous laisse avec une question, pour continuer à y réfléchir. Si on accepte cette image du surf sur la vague, ou cette idée de déscolariser sa pensée, par où on commence, concrètement? Quel pourrait être le tout premier pas, la première petite action pour changer sa posture?